Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index. Aujourd'hui, à 28 dans la peur. Et oui, une bougie verte et c'est la fête. Le marketeur d'Orflow, actuellement en recherche de fort vente. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Et je vous rappelle qu'on se retrouve demain à 22h en live sur Twitch. C'était Zap Crypto. Un utilisateur Twitter, connu sous le pseudo de Fatman Terra, a offert un tour de toboggan gratuit à ses abonnés. Cette personne est profondément énervée par les gens se faisant avoir par des projets scam et trouve qu'il est très facile de duper les investisseurs. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Qu'il allait lui-même le faire. En seulement 2 heures, il a réussi à récupérer 5,45 bitcoins, soit environ 100 000 $, avec un projet totalement bidon. Heureusement pour les utilisateurs, cette manœuvre a été faite dans un but éducatif, pour montrer qu'il fallait se renseigner sur un projet avant d'investir dedans, et ne pas simplement se baser sur des promesses. Fatman a donc rendu tout l'argent qu'il avait ainsi récolté. Du coup, première news du jour, les amis, Binance qui commence à diffuser en fait les Soulbound tokens. Les Soulbound tokens, rappelez-vous, c'était Vitalik Buterin, le fondateur de TH, qui en avait parlé pour la première fois. Ce sont tout simplement en fait des NFT liés à votre âme, comme leur nom l'indique. En fait, c'est des NFT qui sont liés à une personne, qui sont pas transférables et qui sont un petit peu leur identité numérique. Ok. Du coup, donc Binance, eux, en fait, ils proposent du coup cette technologie-là à leurs utilisateurs qui sont vérifiés, qui sont KYC. Pour l'instant, il y a déjà plus de 50 000 personnes qui ont fait la demande. Donc du coup, les NFT sont non transférables, mais par contre, on peut les révoquer si jamais. Donc très intéressant d'utiliser cette technologie-là. Du coup, après, c'est une route vers le KYC. Les gens aiment pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est une grosse nouvelle. Alors, petite dernière question. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote qui s'est passée peut-être dans les derniers 2 ans, par exemple, que ce soit maintenant chez NIM, que ce soit en rapport avec le Bitcoin, que ce soit en rapport avec des collègues, que ce soit avec le marché, quelque chose qui peut être intéresser les personnes de ton expérience, quelque chose de peut-être de drôle. De drôle On peut te laisser le temps. Je pense que le vrai truc que j'ai fait, alors que franchement, je regarde et j'essaie de comprendre Bitcoin depuis le début, 2008, d'accord ? J'ai bossé professionnellement, j'ai créé ma première société fin 2013. Voilà. Et j'ai commencé à faire mon DCA qu'il y a 1 an. Waouh, ça c'est assez fou. Tu vois ? Et puis pourquoi, si je peux peut-être poser la question ? Parce que en fait, tous mes investissements ils passaient dans mes projets, dans mes boîtes et tout ça, donc j'avais pas de thunes à foutre dans un DCA. Et après, il a fallu plusieurs bulles pour me dire en fait c'est ça la seule méthode parce que je suis pas un bon investisseur en termes je suis pas un day trader quoi. Et donc voilà, j'en suis arrivé au point où j'ai enfin pu faire mon DCA pour moi. Et pour mes enfants aussi. Voilà. Donc maintenant, il y a une stratégie en place pour le long terme. Et tes enseignements dans la crypto, tu es dans la crypto depuis combien de temps ? 2013, 9 ans maintenant. Donc 9 ans, je veux dire, tu as dû avoir des erreurs, des fiertés et tu as dû retenir quelques leçons. Est-ce que tu pourrais nous en faire part et faire gagner du temps ? Pour moi, c'est la leçon, c'est vraiment la liquidité. Oui. Donc toujours faire gaffe finalement à la liquidité du marché sur lequel on est. C'est bien beau d'entrer. Voilà. Et il faut toujours penser à comment va se passer la sortie. Et ça, c'est vraiment très important. Et la sortie, surtout quand ça se passe mal. Oui, parce que quand ça se passe bien, c'est important aussi, parce qu'être bloqué avec des super profits, mais sans pouvoir sortir, c'est quand même un peu couillon. Toujours anticiper la sortie. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai sur un trade. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais oui, en mai 2021, sur un trade, je rentre sur Atom en perp avec un montant assez conséquent, on va dire, par rapport à l'open interest qu'il y avait sur le perp de FTX. Et il s'avère que déjà à l'entrée, j'avais dû séquencer mon ordre pour pouvoir. Ah oui. Mais ça, je l'ai. Oui, tu l'as bien vécu. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je séquence mon ordre pour rentrer. Bon, ben c'est pas grave. À d'autres. Sauf que si je le séquence en rentrant, ça veut dire qu'en sortie, je dois le séquencer aussi. Oui. Et surtout quand il y a le market qui crache de 40% en 2 secondes. Donc, j'ai eu une simple pop-up de FTX qui m'a dit non quand j'ai voulu vendre. Donc, voilà. Non. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur market sell. Oui. Non. Parce que sinon, j'explosais le carnet d'ordre et du coup, je liquidais tout le monde. Donc ça, c'est un premier enseignement pour moi, la liquidité, ça c'est vraiment très très important. Oui, mais surtout quand on va dans les shitcoins, c'est-à-dire que quand on baisse dans mais le là, c'était Atom, quoi. Oui, Atom, c'est pas... Donc c'est là où... Non, mais c'est par rapport au sizing. C'est par rapport au sizing. Un produit sophistiqué, je sais pas... Non, c'était le sizing.
Ok. Le sizing, en fait, il faut être, je pense, vraiment, il faut pas trader un truc en étant plus de 0,1% pour le coup de volume journalier. Quelque chose comme ça. Il faut vraiment se limiter, quoi. Surtout en tout cas, si on est sur une expectative de pouvoir sortir, tac, à tout moment, quoi. Oui. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un oracle, petit rappel, un oracle, son rôle, c'est d'aller prendre des informations en dehors de la blockchain, genre des informations d'internet, une température, les résultats d'un match de foot, peu importe, et les écrire de manière automatisée et sécurisée sur la blockchain. Comme ça, si tu fais un smart contract, donc un programme informatique exécuté sur la blockchain qui a besoin d'une information qui vient de l'extérieur, et ben tu peux automatiser le process avec un oracle plutôt que toi créer des transactions à la main sur ton terminal de commande sur ton ordinateur et galérer comme un fou. Donc il y a de la demande aussi en termes d'oracle, bien entendu. On commence à vraiment avoir des portes qui s'ouvrent vers des choses vraiment exclusives et très poussées. C'est pas avec quelques centaines de cas pour être honnête, c'est avec plusieurs millions, dizaines de millions que là on peut commencer à vraiment se démarquer. Donc tout de suite forcément il y a plus grand monde, d'accord ? Mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément de fonds qui ont très peu de clients. Qui ont beaucoup de fonds, pour le coup, qui n'ont pas de problème à avoir de l'argent, et qui, eux, ont des choses extrêmement poussées qui ne sont absolument pas accessibles. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a énormément d'acteurs de la finance traditionnelle qui sont arrivés, en fait, dans les cryptos avec tout un tas d'outils qu'ils ont adaptés au marché, en fait, de la crypto, et ce qui fait qu'on a un marché qui est beaucoup plus efficient aujourd'hui. Et ça, c'est très important, en fait, de bien le comprendre, parce que c'est l'une des principales raisons pour laquelle, je pense, il y a une énorme quantité, en fait, d'algos qui fonctionnaient en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et qui ne fonctionnent plus, ou qui fonctionnent beaucoup moins bien depuis 2020, 2021. Parce que, clairement, le jeu a changé. Voilà. Donc, et on va surtout, en fait, parler de ça maintenant. Donc, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les stratégies de trading par algorithme, ça fonctionne. Il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Ça sert à rien en fait de débattre. Ça c'est sûr, ça fonctionne. D'accord ? Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte une fois qu'on a dit ça. Le premier point, les stratégies de trading, elles ne fonctionnent pas tout le temps comme espéré. Donc ceux qui pensent que parce que j'ai un algo, dès que le marché baisse, je vais être vendeur, dès que le marché monte, je suis acheteur, en fait, je suis désolé, mais là vous vivez en fait dans un monde qui n'existe pas. D'accord ? Donc si c'est ça que vous attendez d'un algo, vous n'avez rien compris à ce que c'est qu'un algo. Premier point très important. Ensuite, deuxième point, c'est que comme on a pu le voir avec les perfs que j'ai pu vous montrer, il y aura tout le temps des moments où les algos vont être très bien positionnés et il y aura des moments où ils seront mal positionnés. C'est comme ça, d'accord ? Alors bien sûr que la différence entre les bons et les mauvais algos, c'est que les bons, il y aura beaucoup plus de moments où ils vont être bien positionnés que mal positionnés, et inversement, d'accord ? Mais on ne peut pas attendre d'un algo la perfection. Ça, c'est vraiment également important de le prendre en compte. Le deuxième point qui est hyper important, c'est que les stratégies les plus rentables subissent ce qu'on appelle l'alpha decay. Donc l'alpha decay, c'est tout simplement la baisse de la profitabilité au fur et à mesure en fait que le marché devient de plus en plus efficient. On a vu que la sécurité du réseau Bitcoin n'est pas assurée de façon certaine dans le futur. Elle dépend de plusieurs facteurs et notamment il faut que l'adoption de Bitcoin augmente au fil du temps et que les frais de transaction augmentent par rapport à leur prix actuel. Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, le disait lui-même à l'époque. Dans quelques décennies, lorsque la subvention sera trop faible, les frais de transaction deviendront la principale compensation pour les mineurs. Je suis sûr que dans 20 ans, il y aura soit un très grand volume de transactions, soit aucun volume. Évidemment, c'est très difficile d'imaginer les changements gigantesques qu'on va voir dans les 10 à 20 prochaines années. Mais si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est la chose suivante. Si on considère que Bitcoin est extrêmement utile pour l'humanité, alors on peut faire le pari que Bitcoin sera adopté de plus en plus massivement. Et dans ces conditions, il devrait être tout à fait possible de conserver un niveau de sécurité suffisant avec des frais plus élevés, même une fois que la subvention de minage aura disparu ou presque disparu. Et donc selon moi, oui, il faut discuter du futur de Bitcoin, mais il n'y a pas besoin de faire du catastrophisme, et encore moins si c'est pour essayer de vendre une meilleure alternative qui n'en est pas vraiment une. On a donc le journal Le Monde qui titre cette news. Dossier spécial. Tesla lance sa toute nouvelle plateforme Bitcoin 360 AI. Elle vise à aider les familles à s'enrichir. En raison de la crise financière mondiale, Tesla a lancé un nouveau projet
permettant d'aider les familles à gagner de l'argent. On connaît tous Elon Musk. Elon Musk est à la tête de Tesla, l'entreprise qui a vraiment réussi à faire décoller les voitures électriques, mais également SpaceX. Le gars arrive quand même à t'envoyer des engins dans l'espace, mais également Starlink, Neuralink, etc. Enfin bref, il a plein de cordes à son arc. On peut définitivement faire confiance à un gars comme ça. Tout le monde sait que les familles du monde entier souffrent de la crise financière et que les entreprises ferment et que les personnes perdent leur emploi en raison de la récente pandémie mondiale. La multinationale Tesla a décidé d'aider les personnes dans le besoin et a commencé à mettre en place son projet Bitcoin 360 AI en investissant 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. Elon Musk a demandé à garder le projet secret tant qu'il n'était pas lancé. Aujourd'hui, Tesla a enfin révélé son nouveau projet Bitcoin 360 AI. Ils ont annoncé que les citoyens français, ça tombe bien pour nous, seront parmi les premiers à tester cette nouvelle plateforme avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Alors, on a ici quelques témoignages de personnes qui ont réalisé de jolis bénéfices avec cette proposition. Et nous, on va regarder ça en profondeur, on va voir si c'est intéressant ou pas. Alors, je vous le dis direct, les gars. Je vous le dis direct, faut s'arrêter là. C'est un scam, évidemment que c'est un scam. Je rappelle quand même une chose qui est hyper importante, c'est que il y a quelques années en fait de cela, avant 2020, on était en fait dans un marché qui était extrêmement inefficient. Et l'inefficience, c'est ce qui permet à des algorithmes de générer du rendement. Ils génèrent du rendement sur l'inefficience des marchés. L'inefficience, pour faire simple, qu'est-ce que ça peut être? L'arbitrage. De manière toute simple, il y a un écart de prix entre deux plateformes, et ça, Dieu sait qu'en 2017, 2018, ceux qui étaient là en fait durant la phase de bull market, vous les avez vus, les gros problèmes d'arbitrage, où il y avait un Coinbase et un Kraken, voire un Bitstamp, qui avaient des écarts de prix de plusieurs centaines de dollars parfois sur le Bitcoin. Et ça, en fait, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Pourquoi? Parce que le marché est devenu beaucoup plus efficient. À cause de quoi? Des algorithmes qui ont débarqué en fait sur le marché, qui sont de plus en plus évolués et qui permettent donc de pouvoir générer beaucoup plus de rendement. Donc, c'est l'une des principales raisons pour laquelle il y a deux types d'algorithmes, on va dire, qui existent. Il y a les simples et les beaucoup plus sophistiqués. Les simples, c'est quoi? C'est en fait des algos qui vont être développés par des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en algorithme, qui ont des connaissances en développement et qui vont partir du principe que il suffit en fait d'automatiser une stratégie de type discrétionnaire via des algos trading. Voilà. Parce qu'on s'est développé, on maîtrise un petit peu le trading, on maîtrise un petit peu les indicateurs techniques, on va essayer en fait de bidouiller un truc qui peut fonctionner. Ça, c'est ce qui existait en fait depuis très longtemps en fait dans le marché crypto, où en fait on pensait qu'il suffisait de faire un algo basé sur quelques indicateurs techniques, comme les moyennes mobiles, comme le RSI, comme le MACD, comme les chandeliers en fait japonais pour avoir des patterns et tout ce que vous voulez en fait de classique qui va être utilisé par des traders comme moi par exemple qui font plus de la gestion de type discrétionnaire. Donc ça en fait ça fonctionne dans un marché qui est inefficient, où il n'y a pas de concurrence entre les différents algos, parce qu'il y a que des algos qui sont extrêmement simplés, et pour le coup il y a tellement d'inefficience en fait dans le marché que ça fonctionne quand même et on gagne beaucoup d'argent grâce à des stratégies en fait qui sont plutôt simples. Voilà. Bon, ça c'était avant. Voilà. Maintenant c'est terminé. C'est terminé. Pourquoi? Parce que les pros sont arrivés. Ils sont arrivés en fait sur le marché avec des outils qui sont beaucoup plus évolués, qui ont complètement écrasé ces algos extrêmement simples qui ne fonctionnent quasiment plus. Et c'est pour ça en fait que ça on l'a vu, le marché donne beaucoup plus de faux signaux par rapport à ce qu'on a pu avoir en fait par le passé. Les deux exemples les plus flagrants c'est quoi? C'est faire un nouvel ATH et après être rejeté de suite après. Alors que jusqu'à présent il suffisait juste de se dire ok on fait un nouvel ATH, je mets long avec un gros levier et c'est bon je suis millionnaire, c'est en mode to the moon. Et lorsque on touchait en fait la moyenne mobile 200 en weekly, c'est bon. On est sur un support, donc j'achète. Bon, mais manque de bol, les deux fois, ça a été un échec. On a cassé par l'eau l'ATH, on l'a réintégré. On a cassé à la baisse cette moyenne mobile, même si pour le coup là, on n'est pas beaucoup plus bas, on est quand même plus bas. Donc là, vous voyez que clairement le marché, il a changé. Et on peut pas juste se dire, ok, je prends quelques moyennes mobiles, quelques petits indicateurs par-ci et par-là, et j'ai un truc qui va fonctionner en fait nickel. Absolument pas. C'est terminé par rapport à ça. Donc ça, c'est important quand même de le prendre en compte. Les algos de trading, ça ne se base pas sur ça. En tout cas, je parle de ceux qui sont évolués. Ils se basent sur l'analyse de la data.
Donc ça va être tout un tas en fait de types de données. Bien sûr que ça va être les prix, ça va être les volumes, ça va être les carnets d'ordre, ça va être ce qui se passe également maintenant sur les produits dérivés, sur les contrats, sur les options. Tout ça va être analysé en fait par les algos pour essayer en fait de trouver encore de l'inefficience, de trouver en fait des patterns, des récurrences qui vont se produire des centaines, des milliers de fois pour après être capable de justement en profiter. Donc clairement, on est sur un autre level. On est totalement sur un autre level que croire qu'il suffit de prendre quelques petits indicateurs par-ci par-là. Donc ça, je pense, c'est l'une des principales raisons pour laquelle il y a beaucoup d'algos qui fonctionnaient, que ce soit en backtest ou en réel, pour le coup en 2017, mais qui ne fonctionnent absolument plus maintenant. Globalement, vous le voyez ici, le nombre d'adresses ici qui monte petit à petit dans une sorte de canal. Au début, on n'a rien jusqu'à 2013, et puis là, on a les early adopters qui commencent à rentrer. Et principalement, si aujourd'hui on devait, appliquer ce type de zone là sur Bitcoin, en fait, on serait globalement sur la fin des early adopters et le début de l'adoption d'une early majority. Voilà, on serait quelque part par là. C'est-à-dire que si jamais je vous montre le modèle de la courbe en S qu'on voyait tout à l'heure, on serait autour ici des 10%. Et on commencerait à être dans cette multiplication d'adresses que représente l'adoption de la majorité early. On l'a vu principalement, bien évidemment, sur les institutionnels qui rentrent, Tesla qui est rentré un petit peu cette année, ce genre de choses, et puis BlackRock qui commence à arriver. On commence à avoir un petit peu ici pas mal de gens qui s'intéressent à cette nouvelle technologie qu'est la crypto. Donc sincèrement, je pense que la dernière fois que j'ai regardé, on était autour de 5 ou 6% des gens qui ont déjà eu une adresse crypto, etc. Au niveau de la totalité, que ce soit au niveau des institutions, etc. Alors j'avais un bon graphe malheureusement que j'ai sorti dans une vidéo, mais j'ai pas retrouvé ni la vidéo ni le graphe où justement on disait où en sont les institutions, où en sont les retail, etc. Mais globalement, il faut comprendre qu'on est quelque part ici au tout début. Et que si jamais la crypto est adoptée, si jamais la régulation se passe bien, toutes ces choses-là se passent bien, l'expérience utilisateur fera que de plus en plus de gens vont adopter le système de la crypto. Alors on ne sait pas à quelle vitesse ça va se faire, mais si jamais on réfléchit un petit peu, et globalement la courbe d'adoption du Bitcoin semble être encore plus pentue que celle d'Internet, et ça me ramène ici à la courbe qu'on voyait tout à l'heure, où vous voyez que sur Internet ça s'est fait très vite, et il y a aussi cette idée actuelle qui est un peu plus philosophique, mais qui est de dire qu'on rentre dans un âge exponentiel de l'information, c'est-à-dire que toutes les courbes en S d'adoption de nouvelles technologies vont se faire de plus en plus vite, justement grâce à Internet, puisque l'information circule beaucoup plus vite, et que donc du coup les nouvelles technologies qui vont rentrer, ça s'appelle donc l'âge exponentiel. C'est un concept, on va dire sociologique et psychologique et économique, qui est de dire que tout simplement une nouvelle adoption aujourd'hui, étant donné qu'on a tous Internet, on est 90% des gens, vous le voyez sur ce graphe, à avoir Internet dorénavant, on est à ce niveau-là. Cet âge exponentiel va pousser les nouvelles technologies de plus en plus vite. Internet étant le moteur de cette circulation d'informations encore plus rapide, et donc du coup, bien évidemment, d'être plus rapidement sur des adoptions critiques de ce genre de choses. Alors nous, on aimerait bien que ça aille encore un petit peu plus vite. On aimerait bien que ce type de chart que vous voyez là soit encore plus pentu, et qu'on ait vraiment quelque chose qui ici parte en parabole. Pour le moment, vous voyez que on a eu vraiment ce plateau au début, c'est normal, ça c'est le tout départ, et puis ensuite là on commence à avoir cette vitesse d'adoption qui commence à s'accélérer petit à petit en fonction des cycles, et là l'idée ça serait de partir carrément à la verticale pour l'adoption de ce qu'on appelle la early majority. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, suite à l'élection de la nouvelle première ministre Marie-Elisabeth Truss, le secrétaire économique du Trésor a confirmé l'ambition du gouvernement de maintenir le cap que s'était fixé l'ancien gouvernement au sujet des cryptos, en déclarant qu'il souhaitait faire du Royaume-Uni un pays attractif pour les sociétés qui cherchent à créer, innover et construire dans l'espace crypto. À savoir que l'ancien gouvernement avait qualifié les protocoles blockchain comme une des 7 familles technologiques qui transformeront l'économie, et en juillet dernier, ils avaient annoncé un fonds de 61 millions de dollars pour soutenir l'innovation technologique. Donc au final, le Royaume-Uni a bien compris l'intérêt stratégique que représentent les blockchains, alors que dans le même temps, l'Union européenne travaille sur la loi MiCA, qui pour le moment semble plutôt se diriger vers une réglementation assez restrictive de cette nouvelle industrie. Parce qu'il y a de plus en plus de voix qui disent que une hausse des taux ne sert à rien dans le contexte
actuelle une inflation liée à l'énergie. Et puis certains se disent que l'économie est quand même assez malade puisque vous voyez que de toutes les zones, on parle de plus en plus de récession. La Chine ne croit plus du tout à ses 5,5% de croissance. Vous voyez très bien que le président chinois, il y a bientôt le congrès, et donc lui, il a fait de la politique zéro Covid vraiment sa stratégie, et donc quitte à briser la croissance, c'est ce qui va sans doute se passer, d'autant plus que ça se passe pas très bien sur l'immobilier. En Europe, on sent de plus en plus que la hausse de l'énergie, du gaz notamment, est contre-productive pour les économies européennes, notamment pour l'Allemagne. Et puis du côté des États-Unis, l'emploi tient encore. On est quasiment en plein emploi, mais par contre, c'est vrai que certains indicateurs sont un petit peu moins bons que prévu. Donc c'est vrai qu'on s'approche de la récession. Et donc la question de la hausse des taux reste ouverte. Nul doute que ça va être un débat qui va agiter le landerneau économique et politique durant encore de nombreuses semaines. Aujourd'hui, on le sait, la moitié de l'inflation aux États-Unis comme en Europe, c'est dû et uniquement dû à l'énergie. Et on refait un tout petit tour extrêmement rapide par rapport à notre UK Wall qui est en train de se faire un petit peu shorter. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est la moitié, on peut partir du principe que ceci est la moitié de l'inflation aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, tout simplement. Et il y a une forte décroissance au niveau de la demande asiatique. Pourquoi ? Parce que 30% du pays encore, 30% du pays est potentiellement à l'arrêt. Ils ont reconfiné zéro Covid, enfin c'est juste délirant, et ça a bien sûr un impact sur le brut, évidemment. Donc le fait que la Chine soit un peu au ralenti, c'est un mauvais narratif, parce que ça va en fait avoir un impact sur l'ensemble des économies mondiales, mais c'est pas aujourd'hui ce qu'on est en train de pricer. Le marché ne s'occupe pas de la récession. Le marché s'occupera de la récession plus tard. Et d'ailleurs, je vous fais en fait un parallèle par rapport à la crise de 2008, et on avait fait une grande vidéo par rapport à ça. Finalement, on la fera pas, on fera pas ce top crypto, mais en 2008, mais je pense que c'est important. Hop, je vais passer juste là en time frame weekly. Comme ça permet en fait d'aiguiser et de vous donner une réelle... une perspective. Vous reprenez à peu près, on peut partir d'une récession, donc c'est mi-2023, fin 2023, donc 2024, d'ici 1 an et demi à peu près, on peut partir de ce constat-là. Bon, partez du principe qu'on est potentiellement là-dedans en réalité. On est peut-être ici, donc derrière on va faire un nouvel ATH, ou peut-être qu'on est ici, hein, ok, sans aucun... peut-être pas. Pour le coup, par rapport à la crise de 2008, on a fait on peut être, je sais plus trop par où, on peut être par là ou par ici, là, et derrière on va faire un nouvel ATH, et puis derrière on va cracher. Et ça, ce sera potentiellement la récession. Est-ce qu'on est ici ? Peut-être. Pas de problème. Ce sera catalysé, je pense, par rapport au CPI. Le CPI sera très important. Donc on peut faire éventuellement un nouvel ATH avant la fin de l'année pour derrière cracher en 2023. N'ayez pas raison trop tôt. Comme vous le savez, hein, Michael Burry a souvent raison, mais bien trop tôt. Généralement 2 ans avant. Ça tombe bien, ça fait 6 mois à peu près qu'il est à fond dans le crash de tous les temps. Il était à peu près dans la même situation ici. Hein. À peu près 1 an et demi avant. Et là, Michael Burry, alors qu'on ne le connaissait pas, c'était debout sur la table. Aujourd'hui, on le connaît plus. Donc peut-être qu'il a encore plus de confiance en lui, donc peut-être que c'est clairement ce qui va arriver. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais n'ayez pas raison trop tôt, évidemment, et on le reprendra ensemble. Pourquoi on est sur un niveau clé au niveau des marchés financiers ? Parce que ici, on arrive sur une distribution ici. Là, pour l'instant, on ne le voit pas en monthly. D'accord ? Pour l'instant, en monthly, on voit quoi ? On voit une accumulation. On voit que le prix a accumulé, a accéléré vers le haut, est venu chercher cette liquidité-là. D'accord ? Ensuite, il a respiré et il est reparti vers le haut. Il a repris cette liquidité. On regarde bien, je vous ai mis des petits dollars. Et il est revenu dans cette zone importante. Cette zone importante qui est très importante, qui se situe entre les 121 $ et les 108 $. Donc pour l'instant, il est au-dessus des 108. Et il a fait bien sûr une montée jusqu'à pratiquement 110 $. La zone la plus importante, donc, qui est la zone de danger, elle est entre 114 et 121 $. S'il casse les 121, le scénario, l'actif devient haussier et n'est plus baissier. Voilà pour votre information. Il faut apprendre à dézoomer, et c'est pas parce qu'il y a une bougie verte de 10% de daily que ça y est, mais c'est fini le bear market, et vas-y, le bull run, je vais changer de veste et je vais mettre des bitcoins. Pour que je trouve des bitcoins, je vais me faire une veste en bitcoin avec un chapeau bitcoin. Non, pas encore, malheureusement, pas encore. Donc on fait attention sur bougie 10%. Moi, je FOMO pas, mais si quelqu'un d'entre vous, il a envie de FOMO, il fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut avec son pognon, hein. Chacun est responsable de son pognon. Comme chacun est responsable de ses gamins, chacun est responsable de sa santé, chacun est responsable de... Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, donc voilà. Donc les amis, on fait attention, une bougie 10%, ça peut être... alors, certains diront, oui,
c'est le départ du bull run, bah écoutez, faites ce que vous voulez, moi de toute façon, et donc le départ du bull run, par exemple, alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que je veux pas vous saouler, c'est juste de faire attention de ceux qui pensent, oui, ça y est, c'est le départ du bull run. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends, tiens, je vais tout dézinguer, hop, supprimer tous les dessins. Ça veut dire que là, les gens, imagine en 2014-2015, là, ils étaient là, mais alors là, c'était par du bull run, et je le mets en daily. Allez, je le mets en daily. Merde, j'ai perdu mon daily. Il est où? Mon daily doit être par là. Voilà, mon bull run en 2015, je le veux, il est là, voilà, il est là, haha. Voilà, moi, hop. Donc là, les gens, mais ici, ils étaient en mode, parce que là, la bougie, là, ici, la bougie, là, oh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Elle est splendide. Regarde-moi cette bougie verte, là. Cette bougie verte, elle a fait plus 35. Ou plus 30 si tu le prends là. Si tu prends l'entière, c'est 35. Si tu le prends que là, du bas vers le corps de bougie en haut, c'est 30. Si tu prends avec que le corps de bougie, c'est 11, tu vois. Donc là, les gens, mais là, oui, mais vas-y, c'est le bull run. La bougie rouge fait rien. Encore. Oh oui, mais c'est bull run. Oui, c'est bien bull run. Allez, on retrace un petit peu. C'est reparti. Mais oui, ça y est, ça fait une semaine. C'est to the moon, to the moon, to the moon. Et après, M-top, miaou aux enfers et miaou aux enfers. Tu vois, mais ça l'a fait plusieurs fois. Ça l'a fait là, ça l'a fait, voilà, c'est rien du tout. Ça l'a fait là. Et puis après, des exemples comme ça, on peut en prendre plein. Regarde, ça l'a fait ici. Des belles bougies quand même ici. Et après, ça a été les enfers profonds des damnations. Non, là, c'est le bull run de Big Market 2018. Le 2015, il est perfide, il est là. Le 2015, c'était pareil. C'était même pire, parce qu'il y a des bougies encore plus atroces. Regarde là, la bougie verte ici, là, regarde-moi ça. Plus 39%. Imagine que là, t'as une bougie 39%. Je pense qu'il y a à peu près 90% des gens qui disent c'est bull run, tu vois. Une bougie 39%. Regarde, vas-y, le bull run, il repart. Bougie 39%. Ouais, vas-y, pendant 2 semaines, c'est to the moon. Le Bitcoin, il a fait x2. Il est passé de 500 à quasi 1000. Allez, il est passé d'exactement 450 à plus de 950. Donc, il a fait plus que x2. Le bull run est reparti. Mais regarde le bull run. Voilà. ETH. Alors, ETH est en train de travailler, alors ça a l'air de vouloir repartir en plus, est en train de travailler le niveau de Kijun ici, qui a été atteint, légèrement dépassé, c'est remonté en dessous, mais là ça a l'air de vouloir reprendre un peu. La lagging span est en train de casser sa Kijun, donc elle est en train de nous valider une hausse. Le marché n'est pas fermé, donc attention à la clôture de bougie. Alors après, le niveau à aller chercher suivant, il est à 1845, c'est le niveau Tenkan ici, il faut que la lagging span passe sa Tenkan, et puis après on a un niveau ici à 1927, le dernier point haut à 2027, et ensuite on pourra espérer aller chercher la Kijun hebdomadaire à 2236. Donc ETH, même chose, on va le voir sur toutes les cryptos, on est en train de travailler des résistances, c'est normal puisque le marché a baissé, donc des résistances se sont installées, maintenant il faut les passer dans l'autre sens pour que le marché reparte à la hausse, c'est logique, c'est rien à voir avec Ishimoku, comme on me l'a dit une fois, c'est normal, il y a des résistances de toute façon dans le marché, maintenant on va retourner les chercher, si on les passe, c'est positif, si on les passe pas, ça renverra le marché à la baisse. Donc quand on regarde en hebdomadaire, on n'a que 2 bougies bleues, donc on peut avoir effectivement un potentiel pour aller chercher au moins les derniers points hauts à 2031, voire sur impulsion 2225. Ce qui est intéressant, c'est que la lagging span est libre à la hausse, donc normalement, si le marché veut bien pousser, les 2250 sont dans les clous. Pourquoi? Parce que c'est la Kijun hebdomadaire sur le même plan ici que la Kijun mensuelle. Mais il faut passer ce nœud qui est ici. Je pensais pas un jour parler de cette crypto parce que c'est un meme coin, oui, ça a pété, oui, on en a pris, oui, on a pris des profits dessus, c'est vrai, mais il s'avère que c'est peut-être pas si un meme coin que ça. Ils veulent lancer leur métaverse. Alors le but de tout ça, c'est quoi? Ils sont en train de brûler des SHIB. Bon, après cette technique-là, Luna l'a fait. Enfin, Luna veut le faire. Je suis pas sûr que ça. Luna classique. Que ça fasse quoi que ce soit, mais bon. Luna classique, ouais, bien vu. En fait, Shiba est en train de jouer sur un monde métaverse un peu manga. Il y a une grosse communauté, surtout au niveau de la crypto, tu vois, qui est manga, animé, etc. Malgré eux, peut-être, ils ont cessé d'être un meme coin. Ils sont en train de devenir un vrai projet crypto. Donc métaverse, on peut de plus en plus dans plein d'endroits payer en Shiba. Leur objectif, en gros, c'est d'atteindre 1 centime. Alors, je suis pas sûr encore aujourd'hui qu'il y ait suffisamment d'argent dans le monde pour que le Shiba atteigne 1 centime. Mais, à force de brûler des tokens ou quoi que ce soit, parce que je crois qu'il y a 41% des tokens qui ont été brûlés, en sachant qu'il y a 40 trillions de tokens. Donc, si je dis pas de conneries, ça fait 40 000 milliards de tokens. Enfin, comment t'expliquer ?
Donc, il y en aura pour tout le monde. Ça c'est sûr, il y aura du rab. Ne vous inquiétez pas. À force de brûler des tokens, ça va raréfier celui-ci. Donc à voir ce que ça peut donner. Dès que tu investis dans la métaverse sur des terrains, Decentraland, Sandbox, ce que tu veux, bon, le prix des terrains va chuter, monter ce que tu veux, mais en tous les cas, le terrain, tu l'as. Je veux dire, tu peux le garder, puis le jour où il montera, il montera. C'est pas, le terrain va pas disparaître, quoi. C'est quelque chose que tu gardes et autres. Là, dans le cas de Shiba, le fait qu'il y ait des terrains, le fait qu'il y aura de plus en plus de transactions, de micro-transactions grâce à ça, ça va faire du volume. Donc tu vois, ça va être que bénéfique pour eux quelque part. Si ça se trouve, cet événement leur a échappé, ils se sont mis au taf, et là c'est en train de devenir un vrai truc, quoi. Ensuite, on apprend aujourd'hui que Ford a déposé le 2 septembre dernier 19 marques qui couvriront l'implantation d'un magasin dans un métaverse et la création de voitures, de camions, de vannes et de vêtements au format NFT. Ensuite, Cantina Royale, qui sont très excités également aussi. Décidément, tout le monde est excité en ce moment. Ils dévoilent en fait leur programme ambassadeur. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez une communauté, une guilde, vous êtes créateur de contenu, Twitcher ou ce que vous voulez, allez-y postuler. Ça peut être intéressant. Hein. Bien sûr, c'est un projet. Enfin, être ambassadeur, il faut vraiment s'y consacrer pleinement. Il faut souvent beaucoup plus donner que recevoir, un peu comme être ambassadeur Wax, comme je le suis. Mais du coup, très intéressant. Et Cantina Royale, qui est un projet vraiment que je kiffe aussi beaucoup. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.